En fait, aujourd'hui, c'est un point de départ d'une démarche qu'on veut la plus constructive possible, qui s'appelle les ateliers de l'avenir, avec pour objectif de développer et mettre en place un collectif des ateliers de l'avenir qui sera censé mettre, à terme, des actions concrètes en place sur la ville de Condé, à partir d'une problématique qu'on va essayer de définir à partir d'aujourd'hui avec l'aide de Saïd Bohemov. Maintenant, vous pouvez mettre un visage sur son nom. Il a l'impression, parce que je fais beaucoup de bien de lui, donc il est attendu. Donc la semaine dernière, j'ai présenté rapidement un petit peu les objectifs de tout ça. Je me tiendrai bien évidemment à la disposition de tout le monde en fait, pour si les gens ont des renseignements complémentaires à me poser sur les objectifs des ateliers de l'avenir. Vous avez cette petite plaquette là aussi qui est à votre disposition pour que vous puissiez mieux comprendre un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, Saïd va, je dirais, présenter un petit peu une analyse de la sociologie locale, de la sociologie aussi électorale locale, pour commencer, je dirais, à essayer de définir, on l'a fait de façon très humoristique, citoyen d'Europe, on parle beaucoup d'Europe, on parle beaucoup de France, on parle du monde, etc. Mais pour nous, on pose aussi une question, citoyen de Condé-sur-Escaut, qu'il est, qu'il n'est pas, c'est quoi un citoyen? Donc on va essayer de réfléchir autour de tout ça, avec l'aide, entre autres, de Saïd aujourd'hui. Voilà. Très bien, bonjour. Je vais commencer par vous remercier d'avoir pensé à moi, et en particulier pensé à moi pour ce travail. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Saïd Bohemov, je suis socio-économiste et j'ai été amené maintenant depuis près d'une quinzaine d'années à travailler sur ce que j'appelle les gens esprits de citoyenneté. Alors je pense en particulier aux gens privés d'emploi, et je m'en expliquerai parce que je pense que c'est une question centrale de ce siècle. Je pense aux jeunes, que j'appelle la génération de la crise, et j'insiste là-dessus parce que c'est la première fois dans l'histoire de nos sociétés contemporaines qu'on a une génération entière qui est née avec la crise et qui est encore dans la crise. On ne peut même pas faire la comparaison avec la crise de 29, puisque la crise de 29 c'est une grande crise économique. Eh bien, les gens ont connu un moment de crise dans leur vie et la crise était terminée au bout de 4-5 ans. Les évaluations, c'est entre 3 et 5 ans, seulement de la crise. Alors que la crise d'aujourd'hui, un jeune a pu naître dans les années 75. Et donc, dès le berceau jusqu'à aujourd'hui, il a pu entendre parler du chômage, de la précarité, de la peur de la vie. C'est bien une génération de la crise. Les jeunes ont dû se construire leur identité, leur rêve d'avenir, leur espoir, leur conception du monde. Si je ne vais pas compliqué, vous tapez sur la table. Et vous criez, et puis on change. Parfois, le sociologue, je l'ai entraîné dans son langage. Donc ces jeunes ont dû se construire tout un univers au travers de cette crise économique. En fait, cette ambiance de crise, même s'ils ne l'ont pas connue personnellement, même s'ils n'ont pas encore l'âge d'aller travailler. Autre dimension que j'estime importante, et c'est pourquoi j'ai dit oui tout de suite et avec beaucoup de plaisir, c'est que je pense vraiment que dans une transformation sociale aussi importante, je redis que c'est la première fois que nos sociétés changent comme ça. Il faut remonter au début des sociétés modernes, à la grande révolution industrielle, où des dizaines de milliers de personnes sont passées de l'identité de paysans, c'était des paysans, pour devenir des ouvriers. Donc pour remonter au 18e, 19e siècle, vous trouvez autant de gens qui bougent dans leur vie. Et bien aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans des familles qui ont bougé, qui sont passées de l'identité d'ouvriers ou de salariés à l'identité de chômeurs ou de précaires, ou qui dans leur famille connaissent des chômeurs et des précaires. Donc ce n'est pas une petite crise, c'est une crise de civilisation. Eh bien, quand on vit une grande transformation comme ça, si on regarde dans le monde et dans l'histoire, il y a d'autres sociétés qui ont vécu des choses importantes comme ça, mais il n'y a pas de secret, personne n'a la solution miracle. C'est quand les gens ont décidé de débattre ensemble, lorsque les Grecs ont réinventé les agora, on appelle les agora, c'est des citoyens qui se réunissaient pour dire bien, nous on pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme miracle, il n'y a pas de projet miracle. Ça ne peut venir que des gens qui sont les premiers concernés. C'est-à-dire qu'on a encore du chemin à parcourir, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, bien, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça encore. On ne demande pas trop aux jeunes leurs propositions pour résoudre leurs problèmes, on ne demande pas trop aux jeunes leurs propositions. Il y a encore des gens insérés, qui est tout à leur honneur, qui font des propositions pour le problème. Alors, je partage également un dernier point qui rentrerait directement sur les chiffres. Je partage également l'avis qu'au moment où le monde s'ouvre, où de plus en plus de frontières s'ouvrent, au moment où le monde devient un village, c'est une théorie sociologique
qui indique qu'avec les moyens modernes, télévision, etc., eh bien, le monde devient un village. Vous allumez votre télé, vous pouvez voir l'autre bout du monde. Quand un événement existe aux USA, eh bien, nos grands-parents ne le savaient pas. Vous le savez tout de suite, vous avez vu la télé, il suffit de lire le journal, vous le savez tout de suite. Quand le monde devient un village, eh bien, contrairement à ce qu'on croit en apparence, c'est l'identité locale qui compte. On ne peut être citoyen du monde que si on est citoyen de son quartier et de sa ville. Tout simplement parce que les choses changent d'abord au niveau local. Donc j'étais très content qu'il y ait ce lien entre où on en est aujourd'hui et la citoyenneté locale. Alors sur Condé, eh bien, je ne vais pas vous envoyer de chiffres parce que c'est toujours embêtant les chiffres, mais on pourra revenir dans le débat si vous voulez des précisions. Je suis contraint d'en donner quelques-uns. Si c'est trop lourd, eh bien, une petite figure triste et j'arrêtais d'en donner et je passe à autre chose, bien vous tapez sur la page. Premier élément marquant quand même dans Condé, vous l'avez tous repéré, c'est bien entendu au niveau électoral, la montée du Front National. Et comme un des thèmes favoris du Front National, eh bien, c'est de considérer que tous les mots de la société française sont issus d'immigration. Eh bien, il était intéressant de regarder d'abord ce Condé, que c'est issu de cette réalité d'immigration. Est-ce qu'on est vraiment dans une situation d'invasion? Est-ce qu'on est vraiment dans une situation où l'immigration pourrait poser problème? Eh bien, on dira d'abord, ce sera la première conclusion, le premier élément, que les populations étrangères ne font que 13,5% de la population, c'est-à-dire qu'on a 1528 personnes de nationalité étrangère sur 11 294. Quand on regarde de plus près cette population de nationalité étrangère, on s'aperçoit qu'elle ne se répartit pas de la même façon entre les différents tranches d'âge. Elle est massivement jeune. Ce sont essentiellement des 0,14 ans. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont français. Actuellement, juridiquement, ils ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas encore, avec l'ancienne loi, ils n'avaient pas atteint l'âge de devenir automatiquement français. Mais tous ces jeunes de 0 à 14 ans, 408 personnes sur 1528, vont à terme devenir des électeurs français et des Français. Par ailleurs, la seconde caractéristique, c'est l'existence d'une population étrangère âgée, puisqu'on a une population de plus de 60 ans qui compte 332 personnes. Malheureusement, et c'est triste de le dire, le sociologue ne fait pas d'affectif, il constate de manière absolue les chiffres. Compte tenu de l'espérance de vie des personnes étrangères en France, vous savez que pour une personne étrangère en France, surtout nos parents, pour les jeunes c'est différent, surtout nos parents, il y a une histoire de vie inférieure d'environ 10 ans aux personnes de nationalité française. C'est lié simplement au type de travail qu'ont effectué les parents, qui étaient parmi les moins qualifiés. Et donc on a là aussi une population étrangère qui devrait diminuer à terme. Bref, je résumerai une population étrangère très jeune, qui deviendront français, ou une population étrangère âgée. Et on a un vide pour les tranches intermédiaires. C'est-à-dire que tout le discours du Front National sur à Condé des étrangers pourraient poser problème, eh bien, il suffit de lire les chiffres pour s'apercevoir que cela ne tient pas de vue. Abordons maintenant la question des âges. Et là aussi, nous avons des choses extrêmement intéressantes. Et j'avoue que ça a été pour moi une surprise en découvrant vos chiffres, parce que vous avez une population particulièrement jeune à Condé, et beaucoup plus jeune que la moyenne nationale, que dans d'autres communes. Je donnerai quelques indicateurs que j'ai simplement regroupés. 4562 jeunes, donc sur une population de 11 294, 4562 personnes de moins de 24 ans. Alors bien sûr, la majorité de ces moins de 24 ans n'ont pas l'âge électoral. C'est peut-être pour cela, c'était ma surprise, c'est peut-être pour cela qu'on les retrouve moins qu'on retrouve peu de préoccupations dans les programmes électoraux concernant la jeunesse. Ça sera une autre conclusion, on verra tout à l'heure. J'ai trouvé qu'il y avait très peu de place sur la jeunesse, compte tenu de sa place dans la population. Un autre indicateur, 6734 personnes de moins de 40 ans. Plus de la moitié de la population de Condé à moins de 40 ans. Quand on connaît les chiffres nationaux sur le vieillissement de la population, c'est quand même des éléments à retenir. Je considère donc qu'à l'avenir, un des points clés qui va démarquer les différentes forces politiques à Condé sera la capacité à faire des propositions à ces populations jeunes qui montent et qui vont donc devenir de plus en plus électeurs. Et cela, une situation qui s'annonce à très court terme, même si aujourd'hui, on peut comprendre que les programmes électoraux s'orientent plus vers les personnes âgées ou vers les personnes de plus de 40 ans, tout simplement parce qu'au niveau de ceux qui votent aujourd'hui, on a
4560 personnes qui sont en âge de voter, mais la pyramide des âges est en train de se transformer. Et donc, s'il y a des élus politiques ici, je leur demande de regarder de près les chiffres et de faire attention à ce sera le corps électoral dans quelques années, toutefois de se retrouver dépassé par la vitalité des jeunes de Condé, enfin de la situation de Condé. Abordons maintenant, de manière un peu plus spécifique, la question des comportements électoraux. Eh bien, si l'on regarde d'abord une vue générale sur qui a voté à Condé et comment on a voté, eh bien, on s'aperçoit que on fait quelques conclusions. Première conclusion, nous avons, jusqu'à 35 ans, de 18 à 35 ans, une abstention masculine plus forte que l'abstention féminine. Une vraie question, ça m'a fait surpris. Qu'est-ce que cela peut signifier? Les hommes votent moins, jusqu'à 35 ans. Et par contre, après 35 ans, mais là on retrouve un comportement plus classique dans la sociologie électorale. Pour le plus de 35 ans, on a de plus en plus de femmes qui s'abstiennent et l'abstention devient très importante pour les âges plus élevés. Pour les 26-35 ans, donc une tranche d'âge qui actuellement vote assez bien, eh bien, on a une abstention importante pour les hommes aussi, alors qu'il faut attendre 45 ans pour les femmes. Là, si je résume, on s'aperçoit que les comportements électoraux féminins et masculins, c'est très rare, il y a des différences un peu partout, mais là, la distinction est assez claire. Et j'avoue ne pas avoir trouvé d'hypothèse pour expliquer ce problème. Il me manquait les chiffres du chômage, je l'ai demandé tout à l'heure quelques-uns, et en particulier par Sèche. Peut-être qu'il y aurait des choses à creuser pour savoir si ce n'est pas une répartition inégalitaire du taux de chômage qui pourrait expliquer aussi des comportements électoraux différents selon les hommes et les femmes. Si nous regardons par quartier maintenant, il y en a des différences très nettes entre les différents quartiers. En particulier, nous avons la hiérarchie suivante au niveau des quartiers qui s'abstiennent beaucoup et des quartiers qui votent beaucoup. Eh bien, je ne sais pas s'il y a des gens du centre-ville ici. Vous avez la lanterne rouge de la participation, avec, en plus, entre les deux tours de l'élection, eh bien, une abstention encore plus massive d'un tour sur l'autre. Vient ensuite, alors, excusez-moi, j'ai pris le nom des bureaux de vote, donc c'est pas forcément le nom des quartiers. La Chaussiette, c'est ça? Là aussi, donc c'est figuré en seconde position, et là aussi avec une note importante entre les deux tours. Le quartier du Coq, j'ai vu l'école du Coq, ça s'appelle comme ça aussi. Quartier du Coq, là aussi même constat, mais qui vient en troisième position. Ensuite, le quartier Lorette et le quartier Jard. Le quartier Jard qui est le quartier qui vote le plus, là où il y a le moins d'abstention, et il y en a peut-être des explications de la réalité comment on dit, condéenne, que je ne connais pas. En tout cas, on voit bien une hiérarchie, les chiffres ont bien une hiérarchie forte. On ne vote pas de la même manière des quartiers. Avec quand même des différentiels entre les inscrits et les votants qui sont particulièrement importants. J'aurais juste quelques chiffres de différentiels. Si je prends le cas du centre-ville, on va prendre les deux extrêmes, centre-ville et quartier du Jard. Dans le centre-ville, on a ce que j'appelle différentiel, c'est le nombre de personnes inscrites qui ne votent pas. Et bien dans le centre-ville, on a pour le premier tour chez les hommes 194 hommes inscrits qui n'ont pas voté. Et on a 233 hommes au second tour. C'est-à-dire que ça a augmenté entre les deux tours. Et c'est-à-dire que le différentiel est quand même non négligeable. Pour les femmes, c'est encore plus net, puisqu'on a 337 au premier tour et une petite diminution au second tour, 328. Donc on a de réalité des quartiers qui ne votent pas sur des taux d'abstention très différenciés, avec une hiérarchie, et secondo, une distinction homme-femme, encore une fois, on se trouve quartier par quartier, avec ce que je disais tout à l'heure, donc selon le tranche d'âge est différent. Abordons maintenant la question du vote selon les tranches d'âge. Est-ce qu'on vote, comment on vote selon les tranches d'âge dans les différents quartiers? Eh bien, on peut s'apercevoir là aussi que pour les 16-25 ans, enfin pour les 18-25 ans, et je suis déjà pour moi pour 16 ans, pour les 18-25 ans, on a la hiérarchie suivante des quartiers en termes de différentiel d'abstention. Et cela change, je vais d'abord dire pour les hommes et les femmes, parce que la réalité est également différente. Château de la Lorette, en premier, dans cet endroit où l'on s'abstient le plus, les Chaussiettes ensuite, et le centre-ville en troisième. Pour le premier tour. Pour le second tour, eh bien, on a
À peu près la même chose avec le centre-ville qui vient simplement de deuxième position. Donc, on confirme ce qu'on disait tout à l'heure, on vote différemment d'un quartier à l'autre. Si j'étais un homme politique à Condé, je ne suis pas, ni d'ailleurs, je m'intéresserais particulièrement aux réalités du quartier. J'ai l'impression que vous héritez, je ne connais pas l'histoire condéenne, mais vous héritez d'une histoire où le quartier a une importance aussi importante que la ville et où l'identité doit être construite par quartier. J'ai l'impression que les gens se disent d'abord du centre-ville, de la Lorraine, du Coq, de Choquet, de Dijard, plutôt que de se dire condéen en premier. Et que là, il y a vraiment quelque chose à creuser en termes de réalité locale. Peut-être que la démocratie ne doit pas s'arrêter à l'échelon municipal, mais doit se questionner aussi quelle démocratie de quartier, comment construire une participation plus forte sur les quartiers, parce que là on voit des comportements quand même assez différents. Ce qui m'a marqué à ce niveau-là, c'est aussi la très forte abstention pour cette tranche d'âge dans le quartier du Gérard. Très faible. On a simplement un différentiel pour le premier tour de 9 personnes. Il n'y a que 9 personnes de 16 à 25 ans pour les hommes et pour les femmes qui n'ont pas été votées au premier tour. Et au second tour, on est à peu près dans les mêmes chiffres. 7 hommes de 16 à 25 ans n'ont pas été votés et 10 femmes à 15 ans. Toujours la différence entre inscrits et votants. Donc qu'est-ce qui fait qu'au JAR, les 16-25 ans, les 18-25 ans votent beaucoup? Qu'est-ce qui fait qu'ailleurs il y a des abstentions plus importantes? Là, c'est une question pour laquelle je n'ai pas eu beaucoup d'hypothèses compte tenu des chiffres qui doivent envoyer à des réalités locales, qu'on pourra peut-être creuser dans le débat tout à l'heure. Les 26-35 ans maintenant. Eh bien, les 26-35 ans, la réalité se marque par une forte abstention au centre-ville, et ensuite, c'est toujours une faible abstention au JAR. Et par contre, on a une haute abstention au JAR entre le premier et le second tour. C'est ce qu'on peut retirer les chiffres. Donc là aussi, des comportements différents. Les 36-45 ans, eh bien, on a une forte abstention pour le centre-ville également, et beaucoup plus loin, le centre-ville se distingue très fortement, beaucoup plus loin, le quartier de la Chaussiette et Lorette, et par contre, au JAR, on a une abstention encore plus modeste, également modeste. Pour tous, nous avons, pour les 36-45 ans, une baisse de l'abstention entre le premier et le second tour. Il semble donc, ce sera la conclusion, que les discours des partis politiques entre le premier et le second tour aient convaincu un certain nombre d'habitants de 36 à 45 ans d'aller voter dans tous les quartiers. Ce qui indique bien, ça confirme bien ce que je disais tout à l'heure, c'est très bien qu'ils étaient convaincus, mais ça confirme ce que je disais tout à l'heure, qui est que les programmes électoraux sont quand même très centrés sur cette tranche d'âge et sur les personnes âgées, parce que du côté des jeunes, on ne voit pas de modification très forte entre les deux tours. Au contraire, on voit une augmentation d'abstention entre les deux tours pour les jeunes. Les 46-67, ça va, vous n'êtes pas encore endormis? Les chiffres et les chiffres, pour les faire parler, on est obligé de les porter. Pour les 46-65 ans, eh bien, on a un fort taux d'abstention, et en particulier d'abstention féminine. Et on a un changement de l'ordre dans le degré d'abstention par quartier. Vous avez vu tout à l'heure, c'était à peu près le quartier qui revenait. Là, on a un changement d'ordre, puisque le JAR est marqué par une forte abstention, alors que pour le tranche précédente, il avait une abstention qui était faible. Il vient en seconde position, le centre-ville garde toujours la lanterne rouge. Il vient en seconde position pour les hommes comme pour les femmes. Enfin, pour les plus de 65 ans, le JAR rediminue au taux d'abstention et le centre-ville garde la lanterne rouge pour les hommes comme pour les femmes. Alors, ceci dit, on a une forte abstention féminine qui n'est pas étonnant, puisque pour les plus de 65 ans, vous savez que dans la population française, il y a une surreprésentation féminine à partir de 60 ans, c'est-à-dire que les hommes meurent plus jeunes que les femmes. Messieurs, vous savez que les dames en France ont le record de longévité en Europe et sont prêts de bientôt rejoindre le record de longévité mondial. Je crois que les Japonais encore qui les dépassent. Par contre, les hommes, on a la lanterne rouge. Habituellement, les indications qu'on donne sont de deux types. Il y a d'abord la libido, la joie, c'est clair qu'en France, on aime bien casser la bouteille, et que ça a des conséquences sur le taux de longévité. Et secondo, le taux important de suicide des jeunes, qui est essentiellement le suicide de jeunes garçons, et qui donc vient diminuer aussi le taux de longévité au sein des moyens. Résultat, il y en a plus de femmes âgées, donc c'est pas étonnant que alors attention quand c'est grande, puisqu'elles sont plus sur votre.
je prends du plaisir à travailler les chiffres, mais je suis indépendant, donc je sais que quelqu'un qui n'a pas de hypothèse là-dedans, ça peut Nous abordons maintenant la question de la comparaison non pas entre les inscrits et les votants, mais la comparaison entre les chiffres du recensement, donc la population telle qu'elle est, qu'elle soit inscrite ou non, et les votants. Eh bien, nous avons là également quelques résultats intéressants. D'abord, on a des différentiels forts pour les tranches d'âge suivantes. Ce qui veut dire des gens qui ne vont même pas s'inscrire. Comme nous en faisons ce tour. Les 46-65 ans, qui fut en plus de, donc le 10, oui, 45 ans, on a un différentiel de 525, qui est énorme, qu'il faut relativiser un tout petit peu, parce que les chiffres de recensement ne nous donnent pas la répartition de la population étrangère avec les mêmes, donc pas la distinction qui nous permettrait d'enlever cette population étrangère avec les mêmes tranches d'âge. Ce n'est pas les mêmes, on a des chiffres sur 18-25, alors qu'on a des chiffres sur 18-20, 20-24, etc. Donc c'est très difficile de faire la comparaison. Toujours est-il qu'on a quand même un nombre important de 46-65 ans qui ne vont même pas s'inscrire. Ça relativise quand même beaucoup de choses sur ce qu'on dit sur les jeunes. Vous savez, pour les jeunes sont loin des élections, ne vont même pas s'inscrire. Non, apparemment les jeunes ne sont pas ceux qui vont le moins s'inscrire. C'est important d'avoir en tête. Ce qui ne veut pas dire que c'est eux qui vont le plus voter. Cela est valable pour les hommes comme pour les femmes. Le 525 dont j'ai parlé, c'est sur les hommes. Pour les femmes, on a 479. Viennent ensuite en seconde position de différentiel, eh bien, les 26-35 ans, avec pour les hommes 324 personnes, et pour les femmes 382 personnes, ce qui n'est pas négligeable non plus, en sachant que là, la petite nuance que je faisais pour les étrangers, je l'enlève, puisqu'on avait bien vu que c'est une étrangère qui est peu représentée du côté des personnes d'origine étrangère. Par contre, pour les... Et ensuite les 18-25 ans, avec 315 hommes et 226 femmes existant dans la population et n'ayant pas été votés, inscrits ou non inscrits. Donc ça indique bien qu'on a là des tranches d'âge précisées, et ensuite ça va diminuer. On peut constater que du côté des jeunes femmes, il y a une tendance, des femmes apparemment en Vendée, peut-être plus citoyennes, mais aussi une tendance des femmes à aller plus s'inscrire et donc à plus voter. Voilà ce que l'on peut, dans un premier temps, retirer globalement des comportements électoraux. Je résumerai mes conclusions en disant des réalités de quartier très fortes avec des comportements électoraux différenciés d'un quartier à l'autre, et des comportements par tranche d'âge aussi qui apparaissent comme spécifiques, avec par quartier parfois des absorptions féminines importantes, ou par tranche d'âge, et d'autres tranches d'âge de sa chance. Donc on a bien la deuxième. Je ne peux l'expliquer, la seule hypothèse que je peux donner, c'est quand même des cultures de quartier fortes. Parce que sinon, on ne pourrait pas expliquer autant de discussions. Alors, vous me direz que vous me dépendez si je me trompe, moi je ne me sais pas du tout. Donc c'est vraiment à travers les chiffres que je dis ça. On verra si cela est réel. Je propose qu'on fasse un petit point s'il y a des questions avant de passer à d'autres choses. Ça n'a pas été trop compliqué. Sur la conclusion que je tirais des identités de quartier comme hypothèse d'explication, est-ce que ça vous semble farfelu que les quartiers ça existe à Vendée vraiment? Qu'est-ce qui semble ressortir de ça? Si on regarde la superficie de Condé qui est de 1860 hectares, qui est supérieure à la superficie de Condé. On regarde le nombre de quartiers, 13 ou 14 sont issus de la civilisation de la mine, et ces quartiers avec une autonomie absolue. C'était un état dans l'état, la mine, dans le nord. On ne peut pas être étonné du fait qu'à Condé, il n'y a pas une identité condéenne. Si en plus on a, à l'image des chiffres que je vais donner, une non-citoyenneté au centre de Condé, apparente, il n'y a pas de locomotive. Et donc chaque quartier a tendance à tirer vers son identité. À mon avis, c'était une hypothèse facile à vérifier et que les chiffres allaient facilement vérifier. Alors ça, pour moi, ça a des conséquences sans doute sur les besoins en
matière de programme. Ça veut dire qu'on ne peut pas simplement se contenter dans ce type de situation d'avoir une approche générale sur la ville. Il la faut, hein, il ne s'agit pas de créer non plus des lignes républiques, mais que sans doute les projets électoraux sont jugés aussi de ce qu'ils apportent au quartier. C'est toute cette lunette-là que les gens doivent analyser. Et ça peut peut-être expliquer que à certains moments, c'est simplement le discours du contre, on parle du discours du Front National qui lui ne propose pas beaucoup de choses sur le quartier, mais qui en même temps s'oppose à d'autres discours. Donc c'est bien un vote repli qui peut expliquer ça. Sur l'abstention du centre-ville, ça vous étonne? Vous avez une autre image? Si je reprends les chiffres globaux. Oui, en fait, au centre-ville, oui, c'est à la fois une abstention. Le centre-ville apparaît en deuxième et troisième position en fonction que ce soit les hommes ou les femmes. Et après, c'est surtout certaines tranches d'âge. Hein. C'est pas l'ensemble du vote. Par exemple, si je prends l'exemple de 26-35 ans, au premier tour, l'abstention centre-ville, le différentiel, hein, donc inscrit et votant, c'est 61 et 74 au premier tour, et ça arrive en tête du différentiel par rapport à tous les autres quartiers. Alors c'est bien certaines tranches d'âge qui sont visées, dans d'autres tranches d'âge. Pour les 36-45 ans, on a la même chose. Donc ça vous étonne. Dans les chiffres, il y a aussi des sous-quartiers, non? Quartier, tout comme ça. Ah non, je n'avais que, en termes de chiffres, en bureau de vote, les chiffres sont là, donc je ne pouvais que faire un peu de là. Alors effectivement, il serait intéressant après d'étudier, effectivement, dans ce quartier, s'il n'y a pas de réalité locale. Je n'avais pas non plus la répartition par tranche d'âge et par quartier, qui aurait permis de voir s'il y a des quartiers plus âgés que d'autres, et qui pourraient faire aussi une hypothèse. Alors c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut poursuivre pour comprendre un peu plus. Alors, moi, il y a deux éléments massifs qui manquaient, hein, mais ça je le renvoie peut-être à vous, parce que ce qui est intéressant, c'est surtout que ce que je viens de décrire là, c'est repris à l'avenir pour d'autres échéances, pour d'autres compréhensions. Il y a deux facteurs qu'il faudrait croiser et qu'on n'avait pas, c'est le taux de chômage par quartier. On sait que le taux de chômage est un des indicateurs importants dans les comportements électoraux. C'est clair que vous avez sur un quartier un taux de chômage plus important que sur un autre, ça joue aussi sur les phénomènes d'abstention. On sait par exemple qu'on a plus tendance à ne pas voter quand on est chômeur, parce qu'on est pris par d'autres. Parce que le chômage c'est une coupure du lien social, qu'on le veuille ou non, c'est aussi un refus de choix, et que par conséquent, si on a une surreprésentation du chômage dans tel quartier, ça aura des effets sur l'abstention et sur le type de vote. Et le second facteur, c'est bien entendu les âges, la répartition des tranches d'âge par quartier, parce qu'il y a des quartiers plus vieux que d'autres. Ça joue aussi et sur le taux d'abstention et sur le type de vote qui est effectué. Alors je ne sais pas, peut-être qu'on peut là essayer de réfléchir à vue d'œil. Est-ce qu'il y a des quartiers qui nous sont plus âgés que d'autres? C'est que les chiffres Il y a le quartier, moi je pense, au niveau du quartier Acacia, il y a combien de personnes âgées? Acacia, c'est au niveau. C'est pour aller vers le rêve, le balcon, etc. Il y a aussi la situation de qui va vers le quartier de là aussi, le vent c'est les deux groupes qui voient vraiment l'équipation à la technologie. Alors là, ça vaudrait le coup de creuser au niveau chiffre pour essayer de représenter certains facteurs. Est-ce qu'il y a des quartiers où il y a une forte surreprésentation du chômage, où il y a plus de chômage qu'ailleurs? Parce qu'ils étaient industriels dans le passé, ou parce qu'ils étaient des cités, ou... Non. Il y a peut-être une chose qui peut être intéressante aussi, de voir en fonction des différentes élections. Parce que peut-être pour les élections communales, il y aura peut-être moins d'abstention, ou on ne sait pas, les gens sont peut-être plus concernés par ce qui se passe sur leur commune.
là c'était quand même législatif, ils semblent peut-être plus délaissés par des hommes politiques qui sont loin d'eux. On verra après quand on étudiera les programmes où là on fait s'intéresser au thème. Il y a à la fois effectivement on ne vote pas de la même manière pour les législatives et pour les municipales. Et on peut aussi se poser la question, pour aller un peu plus loin, est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire pour créer une identité condéenne? Parce que peut-être qu'une des explications de l'abstention, c'est que la commune, c'est pas encore une identité vécue comme réelle, et que peut-être une certaine abstention, c'est lié à cette carence d'identité communale. On a une grande difficulté à passer le pas entre le moment où, depuis la mine, c'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, que la mine n'existe plus, les années 80-90, et donc il y a une métamorphose qui n'a pas été faite à Condé. On n'a pas prévu le crash que ça allait représenter pour l'identité condéenne que la fin de la mine. Je crois que ça n'a pas été prévu et que là on va vivre 10 à 15 à 20 ans de transition assez difficile. Effectivement, je voudrais juste rebondir là-dessus pour indiquer, pour aller dans le sens, et bien vous montrer que peut-être qu'il y a vraiment besoin de développer beaucoup de débats, de prendre du temps pour réfléchir, pour s'apercevoir ce qui bouge lorsqu'une identité comme la mine est en train de disparaître. Ce n'est pas une petite chose, c'est très rare qu'une société a à vivre une mutation identitaire aussi importante. Il se trouve que j'ai été amené à faire une enquête extrêmement longue et bon, je crois que tu passais tout à l'heure de la page du livre, qui s'appelle De la galère à la citoyenneté, j'en ai sorti un livre, et en particulier, près de la moitié de l'échantillon, 500 jeunes interviewés concernés le secteur de la mine. Et dans cette enquête par interview, il s'agissait de savoir comment les gens vivaient la transition entre une identité forte de mineurs ou d'enfants de mineurs à la réalité d'aujourd'hui. J'ai été assez impressionné par la clarté de compréhension des jeunes. J'ai pris des jeunes de 15 à 25 ans en leur demandant mais où t'en es? Alors, j'ai ressorti très fortement de cette enquête. Premièrement, nous avons encore chez les jeunes, contrairement à ce discours nationaux, une identité fortement centrée sur le travail. C'est-à-dire que les parents, alors que eux sont les générations de la crise, les parents ont fait passer dans les aspirations des jeunes, dans les comportements des jeunes, dans les manières de penser, l'idée que le travail est au centre de l'existence. Ça vous semble peut-être pour vous une banalité parce que vous êtes au cœur de cette région, mais rappelez-vous, on nous a dit, nous sommes dans une société où il y a du travail, etc., les jeunes ne pensent plus à travailler, etc. Eh bien moi, tous les jeunes que j'ai rencontrés, en tout cas la grosse majorité, continuaient à centrer leur existence sur la dimension travail et tout tournait autour du travail en termes d'aspiration. Ce qui veut dire que le chômage doit être particulièrement plus mal vécu ici, quand il y a eu cette identité très forte centrée sur le travail, par rapport à d'autres régions où il y a eu des bases industrielles moins importantes. Seconde grande dimension qui apparaissait, c'est que le travail, dans ce discours, était défini comme une éthique. Alors une éthique, qu'est-ce que ça veut dire? C'était pas seulement un salaire, c'était beaucoup plus qu'un salaire. Et ça, j'étais assez étonné. Bon, j'ai une méthode qui consiste à considérer qu'il n'y a pas des gens qui peuvent répondre et d'autres qui ne peuvent pas répondre. Donc j'ai y compris introduit dans mon échantillon des toxicomanes, donc qui en apparence n'ont plus des idées claires, des jeunes considérés comme les voyous du quartier, les délinquants, ceux qui préfèrent voler plutôt que de travailler. Je les ai inclus dans mon échantillon. Eh bien, tous parlent d'une éthique du travail, c'est-à-dire tous indiquent qu'au-delà du salaire, ce qui est essentiel, c'est que le travail nous rend utile à quelqu'un, à la société, à une personne, à la famille. Alors les réponses sont diverses dans les jeunes. C'est-à-dire que derrière le travail, il n'y avait pas seulement la question du revenu, et c'est sans doute pour cela qu'il ne suffit pas de distribuer un salaire jeune pour que ça résolve les choses. Ce qui indique que pour un certain nombre de jeunes, comme d'adultes, là c'est le même processus, la perte du travail signifie une atteinte à l'image de soi. Personnellement, je considère que la hausse des suicides de jeunes enfants et des suicides aussi des plus de 45 ans, puisque ce sont les deux extrêmes, eh bien, sont liés à cette atteinte à l'image de soi.
C'est la forme. Et si je suis complètement inutile, je disparais. Je considère qu'une des hypothèses sur la toxicomanie, c'est aussi la carence d'utilité sociale. Je ne peux être utile à personne. Personne ne me donne l'occasion de montrer que je peux servir à quelque chose, que je peux faire mes preuves, que je peux être utile. Troisième grande conclusion qui est ressortie de ces travaux, peut-être pour vous montrer pourquoi vous avez raison sur le passage. Troisième autre dimension qui apparaissait, c'était que l'absence de travail, c'était une perturbation forte des retraites. C'est-à-dire que les jeunes en question qui avaient été interviewés, c'était des jeunes qui disaient qu'ils avaient des problèmes par rapport au temps. Pourquoi penser à l'avenir si l'avenir est impensable? C'est-à-dire que leur vie s'arrêtait à 3 mois, 6 mois, 1 an. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a jamais parlé autant aux jeunes de faire des projets, c'est-à-dire de penser à 3 ans et à 4 ans, que depuis que leur horizon, ils disent pourquoi je vais penser à 3 ans, de toute façon peut-être qu'il n'y aura rien dans 3 ans. Et donc, on leur parle de projets, alors même qu'ils disent que leur rapport au temps est un rapport centré sur le présent. C'est dire qu'il y a un long travail à faire avec les jeunes. Il ne faut pas considérer que le rapport au temps des années 50 et 60, où on travaillait en termes de projets de société, on va changer le monde, etc., et le même pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est pour cela que les jeunes, une partie des jeunes vivent la nuit. On se réveille le matin parce qu'on doit faire quelque chose. Si on n'a rien à faire, on ne se réveille pas. Même les adultes ici présents dans la salle, c'est pas certain que si vous n'aviez pas de travail, vous vous réveillez le matin, c'est quelque chose qui est différent. On pourrait faire la même chose, et je m'arrêterai là pour pas vous faire un cours, sur l'espace. Vous avez des jeunes de plus en plus prisonniers de l'espace local. C'est-à-dire que apprendre à aller loin, ça s'apprend. Aller loin, ça s'apprend. C'est pas 5 km, 10 km, 15 km. Tout dépend de ce qu'on a appris. Et la distance peut faire peur lorsqu'on n'a pas appris l'espace. Eh bien, vous avez des jeunes qui n'ont pas appris l'espace et qui ont donc des identités de plus en plus territorialisées, centrées sur un territoire. Lorsque vous posez la question à un jeune, tu es qui? Eh bien, il y a encore quelques dizaines d'années, enfin il y a encore une quinzaine d'années, des gens répondaient, je suis français, algérien, chinois, japonais, ou ils vous répondaient, je suis ouvrier du textile, mécanicien, etc. Aujourd'hui, lorsque vous posez la question, on vous répond, je suis de tel quartier et j'appartiens, dans des jeunes. Dans mon enquête, c'était les deux choses qui revenaient le plus, c'était le quartier, et après les discours généraux, je suis un humain, j'appartiens au monde, des grands discours comme ça, philosophiques, mais c'était les deux extrêmes. Disparaissait entre les deux la vie, et disparaissait entre les deux la nation. C'est-à-dire, par rapport à toute la question de la citoyenneté locale, des débats de quartier, des projets de quartier, etc., en quoi, si on veut toucher la jeunesse, il y a intérêt à partir de là où ils en sont, et là où ils en sont les identités qui, de par la transition identitaire, de par la crise que vit la culture minière, eh bien, sont centrés sur les dimensions territoriales très fortes. Quelqu'un parlait des acacias tout à l'heure. Effectivement, pour un certain nombre de jeunes aussi, c'est encore plus petit que le quartier. C'est parfois le groupe de logement, et on connaît tous l'image de jeunes qui ne savent pas sortir de leur cage d'escalier. Alors vous me direz, mais parfois ils prennent la voiture pour aller à 300 mètres pour aller danser, à 300 km pour aller danser. Oui, effectivement, mais vous remarquerez que quand ils vont à 300 km pour aller danser, quand ils ont une voiture, ils y vont pas seuls, ils y vont en groupe. Ça indique bien que l'espace fait peur. À l'inverse, moi je suis amené à former des personnels de mission locale. Combien d'entre eux m'ont dit, mais bon, il y a des jeunes qui deviennent des fainéants, je leur demande pourquoi. Eh bien, tel jeune, par exemple, j'ai trouvé un boulot à 2 km, et quand je lui ai proposé, il m'a dit c'est loin. C'est traduit par il est fainéant. Je considère moi que pour ce jeune, peut-être que 2 km c'est loin, alors que pour nous c'est rien. Tout dépend de quel rapport à l'espace il a eu dans son histoire. Or, toutes les structures qui donnaient cette culture, qui donnaient ces repères de temps, ces repères d'espace, sont des structures qui actuellement sont en crise, surtout dans votre région en plus. Il y a des régions comme ça, le textile dans les roues et tout point, les mines, etc., qui étaient fortement socialisatrices et qui donnaient tous ces repères. Donc, je conclurai moi que l'identité territoriale va continuer à grandir et peut-être qu'elle va descendre en dessous des quartiers pour encore des choses plus petites. Ce qui veut dire qu'en termes de travail social, d'insertion, de proposition de programme électoral, eh bien, on devrait avoir des choses qui sont aussi sur des réalités plus locales, plus petites.
D'autres questions? C'est parce que je vous ai assommé ou c'est parce que... C'est le type de débat que vous avez déjà eu. Pas d'autres remarques? Et je vous propose de passer à la seconde phase. Alors si l'on analyse maintenant, on va faire un peu ça, si on analyse maintenant à la fois sur qui se sont portés les voix et quel est le contenu des programmes électoraux, bien là on a aussi quelques autres petites conclusions intéressantes. D'abord, on a sur l'ensemble des quartiers une hiérarchie qui est assez proche, avec, alors excusez-moi si j'écorche le nom, hein, je ne connais pas les réalités locales, avec sur l'ensemble des quartiers, si je prends simplement le premier tour, on a M. Bois, c'est ça, qui arrive en tête, avec ensuite l'ordre peut changer entre M. André et M. Gillardin, je prononce bien, ça va. Et puis ensuite en troisième ou quatrième position, M. Slavovetski. Alors, en termes de nombre de voix, on a quand même la répartition suivante. En ce qui concerne les élections municipales, on voit apparaître le Front National comme troisième force municipale. Et en ce qui concerne législatif, il fait 1057 voix, qui, si on ne tient pas compte de la 17e voix de gauche, on prend liste par liste, qui en fait donc la première liste. Il faut, pour comprendre ces chiffres, aussi avoir en tête la différence entre ces deux élections. Les élections municipales se font sur des enjeux locaux et des plans municipaux. Les élections législatives, on peut les considérer comme prenant en compte des enjeux de dimension nationale. Alors, essayons de comprendre ce qui peut attirer dans les différentes listes. Et donc, je me suis amusé à lire, ça a été très très long, parce que j'ai eu la chance de récupérer tous les tracts de la campagne électorale. Et si l'on essaye de creuser un peu sur quel thème ont été faites les campagnes, on peut avoir les chiffres suivants. En ce qui concerne la liste Condé d'abord, donc de Slavovetski, on a les conclusions suivantes. La campagne s'est faite essentiellement sur la déception. Votez pour moi parce que vous êtes déçus des autres. Votez pour moi parce que les autres, vous les avez vus, vous ne les avez pas encore vus à l'action. Donc en gros, la tentation là, l'appel aux électeurs, c'était d'utiliser le fait qu'à l'échelon national et local, eh bien, ils avaient peu d'élus, donc ils n'étaient pas encore touchés par un discrédit lié à une gestion. Seconde grande thématique du Front National qui revient fortement, c'est devenu un enfer quotidien. Ça, c'est une expression que j'ai retirée d'un tract. On vit donc dans un enfer, dans une dramatisation des situations. C'est la catastrophe, c'est l'enfer quotidien, il y a de la drogue partout et c'est la violence. Troisième grande thématique, du côté des femmes du Front National, bien entendu le thème national, l'invasion par les étrangers, qui prennent le travail des Français. Et enfin, quatrième thématique qui revient, eh bien, des thématiques de type identitaire. Je crois que le Front National a bien compris que les Condéens et Condéennes se posaient la question de maintenant que la ligne est fermée, qui on est, et que lui, il joue sur la thématique identitaire, en tout cas il essaye de la récupérer. Je dirais donc que le Front National a un discours qui s'ancre dans la crise identitaire, qui utilise beaucoup plus des thèmes nationaux que des thèmes locaux, et que, en termes d'argumentation, il y a essentiellement deux grands discours, l'insécurité et les mains propres. J'ai les mains propres et il y a l'insécurité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un discours de proposition municipale, par exemple, on est dans un discours
de reprise des thèmes nationaux. Ce qui m'a beaucoup marqué dans l'ensemble des listes également, je le dis là parce que M. Davolescu insiste beaucoup, c'est qui est condéen, qui ne l'est pas. On a à chaque fois des pics pour le voisin, c'est moi le vrai condéen. On a dit que j'habitais pas Condé, mais si j'habite Condé, mais non, que j'habite pas Condé. On a quand même, de manière très récurrente, ces recours. Sur la liste Condé pour tous, M. Bouvard. Alors, on a de nouveau sur cette liste peu de propositions concrètes. Par contre, on a ce que j'appellerais un discours du sursaut. Un discours du sursaut, c'est-à-dire qu'on nous dit un discours, il est possible de faire autrement, il faut réagir, et puis il faut combattre l'exclusion, rétablir le dialogue, respecter les jeunes. On a c'est un discours de type général qui ne centre pas sur des propositions locales, mais qui appelle la population à se ressaisir, à se réveiller. Condé n'est pas mort, il y a des choses possibles, il suffit de le vouloir, il suffit d'avoir du respect et du dialogue pour, par endroit, excusez-moi, il y a des partisans de M. Bouvard ici, par endroit, une dimension très, très morale. Sur la liste relève condéenne, donc une liste UDS Borloo, si je ne me trompe pas, M. Pierre André. On a là par contre la première liste par rapport aux listes précédentes où on voit aborder des thèmes locaux. Donc on a là le souci dans cette liste d'être centré sur la réalité locale, avec effectivement également des propositions. Alors les propositions tournent autour de trois grandes dimensions. La sécurité, donc avec le vandalisme, la proposition sur la hausse des effectifs de police, etc. Le sport et l'emploi. Ce sont les trois grandes thématiques qui sont revenues. Et derrière ces trois thématiques, il y a l'idée qu'il faut élire quelqu'un parce qu'il gère bien. C'est le discours de la gestion. Je crois que c'est peut-être pas relevé, mais il me semble bien que c'est cette liste-là qui indiquait que ces élus avaient fait un stage de gestion municipale dans les mois qui avaient précédé. C'est-à-dire qu'il suffirait de bien savoir gérer pour être honorable. Et en gros, si les autres ne réussissent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas gérer. Ce serait un discours de compétence et non pas un discours sur quelle est la proposition que les uns et les autres